Voilà, et donc pour ce soir, j'ai l'honneur d'introduire la séance de ce soir. Et donc, je remercie beaucoup le professeur Denis Forest d'avoir accepté notre invitation pour nous parler des addictions, du concept d'addiction. Ce sera une conférence philosophique, d'épistémologie. Alors, on aborde la notion d'addiction ce soir et qui rassemble quand même beaucoup de notions qu'on va sans doute aborder avec vous, Denis Forest. La notion de dépendance, d'accoutumance, la notion de perte de contrôle qui fait écho peut-être avec des préoccupations très contemporaines. Aujourd'hui, on parle même de troubles de l'usage. On a cette expression très large. Et on peut dire que l'addictologie, c'est une sorte de monde un peu spécifique, un petit peu à part par rapport à la psychiatrie. On ne sait jamais vraiment s'il faut la mettre complètement à l'intérieur de la psychiatrie ou si elle se trouve un peu à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas que les psychiatres qui s'occupent d'addictologie. Il y a aussi des internistes, des généralistes, et ça participe de l'histoire de la discipline de l'addictologie. C'est en lien aussi avec l'histoire de l'hygiène publique, bien sûr l'histoire de l'alcoolisme notamment. C'est l'histoire de la santé publique. On parle aussi de comportement, de substances psychoactives. C'est toutes des notions qui appellent sans doute des réflexions conceptuelles et historiographiques. Je reprends. Donc j'essaie de resituer l'addictologie dans ses liens complexes avec la psychiatrie, à la frontière de la psychiatrie, et peut-être quelques mots simplement d'introduction de Denis Forest, donc, qui est professeur de philosophie à l'université Panthéon Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pardon. Vos travaux, je ne citerai pas l'ensemble bien sûr de vos travaux, simplement pour ceux qui ne connaissent pas l'ensemble de votre œuvre, quelques mots rapidement. Vous êtes toujours intéressé à l'histoire et à la philosophie des sciences, centrées notamment d'abord sur la neurologie, puisqu'on vous doit une histoire de l'aphasie, c'est un des premiers travaux. Et puis jusqu'aux livres qui ont été, à mon sens, importants pour nous aussi en tant que cliniciens. Je parle des livres publiés chez Itac, avec le livre au titre de Neuroscepticisme, qui questionnait la montée en puissance des neurosciences, notamment dans le champ de la psychiatrie. Et puis encore plus récemment, un livre qui s'intitule Neuropromesses, je pense qu'il dit bien son nom, assez évocateur sur effectivement les ambitions des sciences du cerveau pour expliquer un certain nombre de comportements et notamment de pathologies mentales. On peut dire que vous allez bien sûr développer bien sûr vous-même Denis Forest, mais on peut dire que vous vous situez dans des approches multiples, à la fois dans une filiation avec l'œuvre de Canguilhem, en mettant dans des approches variées avec des auteurs anglo-saxons, notamment ceux qui ont des approches dites naturalistes, et vous essayez de faire dialoguer ces différents champs et ces différents courants de l'histoire de la philosophie, des sciences et de la médecine. Peut-être en lien avec notre thème de ce soir, je retiendrai un livre paru relativement récemment, en 2024, que vous avez préfacé, puisque vous avez dirigé ce travail de thèse d'Anthony Ferreira, ici présent, je le vois dans le public, qui s'intitule « Le spectre de l'addiction ». Voilà, et donc ce soir, votre propos s'intitule « Passion prédominante, consommation préoccupante, remède dévoyé, ce que dit l'histoire des addictions ». Et d'ores et déjà, dans votre résumé, on entend que vous faites dialoguer largement la sociologie des sciences, vous évoquez Levin, l'histoire de la médecine et des sciences avec Phil Whittington, et puis la philosophie des sciences avec Ian Hacking, qu'on connaît beaucoup plus, il me semble, puisqu'il détenait la chaire au Collège de France de philosophie et d'histoire des concepts scientifiques de 2000 à 2006. Et donc vous reviendrez sur un certain nombre de concepts qu'il a développés. J'évoque rapidement la maladie mentale transitoire, la notion de niche écologique quand on évoque ces maladies mentales.
Voilà, un grand merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et donc on se donne 1 heure de présentation si vous voulez bien pour permettre une discussion assez large et nourrie et vu le nombre d'inscrits qui sont en ligne, je pense qu'elle sera très fructueuse. Merci encore. Merci Yann. Bonsoir à toutes et tous. Je vais d'abord vous dire ce qui m'amène à cet exposé qui sera essentiellement exploratoire. C'est une nouvelle thématique pour moi et qui va aller historiquement bien en deçà de la psychiatrie. J'imagine que dans un séminaire d'histoire de la psychiatrie, on aimerait se concentrer sur la période de manière privilégiée où la notion même de psychiatrie, l'institution psychiatrique s'est développée. Vous allez voir que le développement historique va nous emmener très en deçà et j'espère que ça sera plus intéressant pour vous que complètement déroutant ou seulement exotique. Alors, comment est-ce que j'en suis venu à la question des addictions? D'abord, comme il y a déjà été fait allusion, j'ai été amené, c'est mon métier, à encadrer plusieurs thèses de philosophie où il est question des addictions, en particulier celle d'Anthony Ferreira ici présent, et c'est une manière comme une autre de commencer à réfléchir qui est simplement d'accompagner la réflexion des autres. D'autre part, en 2024, l'Institut de recherche en santé publique, donc l'IRESP, a accepté de financer un projet de recherche que j'avais déposé avec quelques collègues, projet dont l'acronyme DAFID, et dont le nom en français est Comprendre et soigner les addictions, le rôle de la philosophie dans le dialogue interdisciplinaire. Donc, les addictions, un objet interdisciplinaire, qu'est-ce que la philosophie pourrait apporter à ce dialogue interdisciplinaire? Ce projet a commencé ses travaux en 2025, et depuis, une des questions que je me pose pour ma part, c'est pas la seule, mais c'est celle qui va m'occuper aujourd'hui, c'est celle de l'apport de la prise en compte de l'histoire, l'apport de la prise en compte de l'histoire à l'apport de la philosophie au traitement de la question des addictions. Donc une philosophie des addictions qui serait, on pourrait dire, historiquement informée, et immédiatement, je crois que les problèmes commencent, les problèmes s'approfondissent avant de se résoudre, ou deviennent plus complexes avant éventuellement qu'on voit un peu de lumière. C'est que pour les philosophes, je dirais, les bénéfices de l'histoire sont hypothétiques et les coûts sont très élevés. Si c'est l'occasion, avec un peu de chance, d'une mise en perspective du présent qui serait potentiellement éclairante, ça suppose déjà, en effet, d'accepter ou de faire avec une forme de dépendance épistémique radicale. Dépendance épistémique au sens où on ne produit pas soi-même des vérités, mais on est à l'école d'autres qui détiennent une partie de la dite vérité. Puisque, en effet, on peut prendre en compte l'histoire qu'en se rendant dépendant, et d'une part, bien sûr, des sources primaires qu'on peut soi-même consulter, mais d'autre part, du travail des historiens de profession, avec la question inévitable dans ce cas-là, question extrêmement complexe, facile à nommer, mais complexe à résoudre, qui est à qui se fier. Question à laquelle il est difficile de répondre, à qui se fier. Si le philosophe veut, entre guillemets, tirer des enseignements de l'histoire, il doit s'appuyer sur une reconstruction du passé qu'il ne peut pas produire à lui seul. Et comme on va le voir, il n'y a rien qui change davantage avec le temps, sinon que le passé, du moins que la reconstruction du passé en fonction de l'actualité de la recherche historique. Cette actualité est très nourrie. Alors au départ dans le projet, on est, comme il y a des philosophes, et bien avec le mélange caractéristique de prétention et de naïveté des philosophes, on s'était dit qu'on allait proposer une définition des addictions. Comme si c'était les philosophes qui devaient définir les addictions, mais il me semble que c'est un peu ça qui est mon point de départ ce soir. Il me semble que la question plus fondamentale n'est pas ce que recouvre le concept d'addiction, c'est quoi une addiction, mais que la question plus fondamentale, c'est pourquoi il y a un concept d'addiction. Et pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose comme une addictologie? Ce qui va m'importer, c'est tout spécialement le souci des addictions, ce que j'ai appelé dans le titre la préoccupation vis-à-vis des addictions et ses multiples formes. Après tout, si on faisait une expérience de pensée, on peut imaginer un monde où si j'aime trop l'alcool, ou si je passe trop de temps à un jeu d'argent, ou bien à consulter mon téléphone, ce sera un problème dans ma vie qui ne concerne personne d'autre que moi. Et il mérite aucune attention de la collectivité et sûrement pas d'être l'objet de tentatives très sophistiquées d'explication, de recherches financées ou de publications savantes. Ce qui doit donc nous interroger en priorité, me semble-t-il, ou ce qui peut en tout cas nous interroger en priorité, c'est pas seulement ce que recouvre le concept d'addiction, c'est qu'il y ait besoin d'un tel concept associé à une forme de souci collectif. Et dans ce cas-là, l'histoire importe en particulier
Parce qu'elle nous oblige à répondre à des questions comme pourquoi on se soucie des conduites addictives, comment naît et comment se transforme ce souci, quels sont les motifs de cette préoccupation et en réponse à quoi surgit-elle. Donc quel produit, quel contexte. Et donc le premier message de cet exposé, ce sera que cette préoccupation n'est pas seulement plus ancienne qu'on ne le croit souvent, mais elle n'est quasiment jamais seulement d'ordre exclusivement médical. Et je crois que c'est une des choses que l'histoire nous dit et c'est une des choses auxquelles elle nous invite à réfléchir. Alors quand on veut, je vais rentrer dans des choses, je vais rentrer dans le vif de mon propos, quand on veut replacer la question des addictions dans l'histoire, il y a une distinction préalable assez simple mais nécessaire à faire qui est-ce qu'on va faire l'histoire des mots, le mot addiction et la famille lexicale autour de being addicted to. Deuxièmement, est-ce qu'on va faire donc l'histoire des mots, est-ce qu'on va faire l'histoire d'un concept, ou est-ce qu'on va faire l'histoire des conduites auxquelles on fait référence au moyen de ce concept. Et je commencerai par tirer au clair 2 points sur lesquels on a fait quand même, me semble-t-il, un peu de progrès, en particulier sur le premier. Premier point, puisque le lexique de l'addiction nous vient de l'anglais, il n'est adopté en France, comme vous savez, que très très tardivement, comment ce lexique s'est-il introduit dans la langue anglaise à partir de l'héritage latin? Que servait-il initialement à désigner? Et deuxième point, en ce qui concerne cette fois non pas les mots, mais le concept de conduite addictive, celui-ci est-il indissociable du lexique de l'addiction? Ou bien peut-on désigner ce même concept, le concept de conduite addictive, au moyen d'un autre mot? Et est-ce que ça a été le cas historiquement? Le résultat de l'enquête dans les 2 cas est assez clair, me semble-t-il, et ça va me permettre de fixer les bornes temporelles de la longue période que nous allons considérer. Premièrement, les premiers usages du lexique de l'addiction à la langue anglaise écrite, qui remontent au début du XVIe siècle, sont étrangers au domaine de la médecine. Quand on parle d'être addict à quelque chose, au début, ça n'a aucune espèce de rapport avec le domaine médical. Et ça, c'est un point tout à fait sur lequel il est important, me semble-t-il, d'insister. Deuxièmement, la construction dans la médecine récente au XIXe siècle d'une catégorie de conduite que nous appellerions, nous, addictive, ne se fait pas en mobilisant le lexique de l'addiction. En clair, c'est pas en repérant les occurrences d'un mot qu'on peut faire correctement l'histoire du concept. Alors, commençons par l'histoire, par le lexique. À ma connaissance, le travail de référence, c'est désormais celui de quelqu'un qui s'appelle José Murgatroyd Cree, qui est paru dans la revue Renaissance Studies en 2018. Si vous avez plus récent ou mieux, je suis preneur, mais moi j'en suis, mon travail de référence c'est celui-là, et les principaux résultats de son travail me paraissent être les suivants. Premier résultat, les premiers auteurs à utiliser dans la langue anglaise écrite la locution « être addict à quelque chose » sont des théologiens réformés protestants, comme John Freeth et George Joy. Et donc, quand on regarde ces premières occurrences en anglais de être addict à quelque chose, chez George Joy, être addict à, c'est s'abandonner à quelque chose, comme par exemple la méchanceté, addict unto wickedness, voilà, traduction du psaume 92, ou se consacrer à quelque chose. Peut-être plus surprenant, le service de Dieu, le culte de Dieu ou le service de Dieu, ton serviteur qui est dévoué au culte qui t'est rendu. Addict unto thy worship, psaume 119. Donc ce à quoi on est addict en ce sens, c'est ce qui nous définit dans l'orientation fondamentale et récurrente de notre vie, le penchant auquel on cède, l'engagement qui va définir nos priorités, nos dispositions à éprouver ceci ou à faire cela. Le second résultat, c'est que comme vous voyez dans l'exemple, deuxième exemple, addict unto thy worship, dans le cas de être le serviteur de Dieu, eh bien, le terme, dans ce cas, n'implique ni pathologie, ni même jugement négatif. C'est la nature de ce à quoi on est addict qui détermine si la vie gouvernée par cette orientation fondamentale est tournée vers le bien ou vers le mal, comme on le voit dans la traduction d'Erasme, que je trouve personnellement cette phrase tout à fait, cette expression tout à fait intéressante quand on connaît les usages contemporains d'addiction, un esprit entièrement qui se consacre tout à fait à une vie sobre ne se corrompra pas, ne connaîtra pas la corruption. Être tout à fait addict, wholly addict dans ce cas-là, c'est bien, c'est même louable, c'est recommandable. Ce n'est pas du tout du côté de ce qu'il faut condamner ou de ce qu'il faut médicaliser. Et ça, c'est exactement ce genre d'usage de l'expression être addict à quelque chose qu'on retrouve ensuite dans la langue du XVIIe siècle. Il y a ce passage que j'aime bien
que cite Cree, au début du XVIIe siècle, c'est une sorte le livre de Purchas, c'est un livre dans lequel on fait une sorte de tour du monde des préférences des humains, passées et présentes. Purchas se base sur des anecdotes, sur des récits de voyage. Donc les différentes nations se distinguent, selon Purchas, par ce à quoi elles se consacrent. L'astrologie pour les pharisiens, la musique et une vie dissolue pour les babyloniens, la somptuosité des vêtements pour les éphésiens. Ceux-ci sont, dans les termes de Purchas, addicted to sumptuousness of attire, addicts à la somptuosité de leurs vêtements ou de leurs atours, comme d'autres seront après eux accros au shopping. Ce à quoi on est addict est de l'ordre d'une priorité de l'existence, d'une activité à laquelle on consacre ses journées ou ses loisirs. Et si on garde cela en tête, il me semble que l'élargissement actuel du sens de addiction, du côté des addictions comportementales, est finalement moins surprenant. Ainsi, le lexique de l'addiction vient en anglais permettre de parler de passion prédominante, de vocation à se consacrer à quelque chose. Ça peut être le mal, ça peut être la prière, des goûts et des penchants qui orientent vers tel ou tel loisir ou hobby, de tout ce qui permet à chacun de se définir et non de quelque chose qui serait de l'ordre de la pathologie. C'est un premier résultat de l'enquête historique récente. Alors, en apparence, pas grand-chose de commun entre being addicted to au sens de Joy et de Purchas que je viens de rappeler, et le fait de se consacrer à quelque chose ou au service de quelqu'un, donc le fait de se consacrer à quelque chose au service de quelqu'un, et l'addiction au sens de trouble lié à l'usage d'une substance, le Substance Use Disorder du DSM. Pas grand-chose sinon que ça engage une temporalité longue et des priorités, et il y a quand même un point notable, c'est le fait que le profil de celui qui est addict à quelque chose ne change pas entièrement en fonction de l'objet de son addiction. Pour Purchas, celui qui passe sa vie à se soucier de mathématiques et celui qui passe sa vie à se soucier de sa tenue de ses vêtements ont en commun de ne pas être des indifférents, d'avoir quelque chose qui donne à leur vie le caractère d'une quête toujours recommencée. De même, il me semble qu'il ne suffit pas, pour avoir un concept médical d'addiction, de pouvoir identifier la présence de certains désirs ou d'un certain pattern comportemental caractéristique, du genre consommation qui persiste dans le temps, qui est difficile à modérer ou interrompre, qui prend une place prédominante dans la vie du sujet, et ce, malgré des conséquences préjudiciables obvies. Encore faut-il que ces désirs, ce pattern comportemental, le malaise qui résulte d'un désir inassouvi de consommation soit d'identifier en percevant leur ressemblance avec d'autres désirs et d'autres patterns comportementaux dirigés vers d'autres objets. Il me semble que c'est un point très important qui est l'élément de généralité dans la catégorie médicale d'addiction, quand bien même elle est toujours en tension avec la connaissance du clinicien qui sait bien, par exemple, que la dépendance physique à l'alcool, avec les problèmes du sevrage, n'a pas grand-chose à voir avec la dépendance qu'on dit psychologique à la cocaïne, par exemple. Donc, cela me permet d'affirmer que, par exemple, un médecin au XIXe siècle qui a une certaine idée précise de ce qu'est la morphinomanie ne dispose pas nécessairement pour autant d'un concept d'addiction en un sens intéressant si, lorsqu'il pose son diagnostic, les ressemblances avec des patterns comportementaux liés à d'autres produits n'ont rien d'important ou rien d'évident pour lui. En revanche, dès la fin des années 1960, les protocoles d'auto-administration des drogues d'abus prennent la valeur de modèle de ce que nous appelons addiction, justement parce qu'ils soulignent l'existence d'une réponse identique des animaux, les singes puis les rongeurs, à une gamme de produits comme la morphine, la cocaïne, les amphétamines, la caféine, et pas un seul produit. Donc on dira qu'on a des modèles animaux des addictions avec des protocoles d'auto-administration parce que l'animal continue à appuyer sur la barre pour recevoir une dose de quelque chose dont la nature importe peu, ou en tout cas, on peut établir une équivalence entre le comportement qu'il a vis-à-vis de la substance X et le comportement qu'il a vis-à-vis de la substance Y. Si on a simplement un concept de dépendance à l'alcool ou si on a simplement un concept de morphinomanie, on n'a pas nécessairement cette forme de généralité. Et donc, il me paraît important de souligner que la médecine possède une certaine idée de ce pattern comportemental largement similaire d'un produit à l'autre, bien avant de le baptiser toujours plus systématiquement addiction dans les pays anglo-saxons au cours du XXe siècle. Ça s'est imposé, mais de manière progressive, et pour ce qui concerne la France, encore bien plus tardivement. Donc, de ce point de vue, même si en histoire, il ne faut jamais chercher un point d'origine unique, il y a quand même un personnage très très important qui s'appelle Norman Kerr,
c'est un nom qu'on ne peut pas ne pas prononcer, et avec lui le nom d'un concept qui est le concept d'ébriété, inebriety. En effet, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'inebriety n'est plus seulement l'état d'ébriété, qui est la conséquence passagère, éphémère d'une consommation d'alcool importante, ni même seulement le nom de ce que nous appelons alcoolisme chronique. L'inebriety devient, avec Norman Kerr, une maladie du système nerveux qui est tournée non pas vers le désir incontrôlé d'un produit en particulier, mais vers le désir pathologique, ce qui est plus important pour nous, de l'état modifié ou intoxication, qui est l'effet commun de toute une gamme de produits. Donc, il va parler de disordered inebriate, c'est-à-dire l'individu qui est en état d'ébriété pathologique, et c'est une manière de désigner celui qui est le disordered inebriate, celui qui est le victime d'une ébriété pathologique, c'est une manière de désigner le sujet de l'addiction. Et en tant que sa pulsion et son désir ne sont pas spécifiques à l'alcool, justement, malgré les origines du terme ébriété. Donc c'est une maladie du système nerveux qui se caractérise par une impulsion morbide très forte, désir d'intoxication, et il précise tout à fait explicitement, et ça me paraît un point important, que même si l'alcool est le produit le plus souvent associé à cet état d'ébriété, d'autres narcotiques, d'autres psychotropes sont aussi recherchés sous la pression irrésistible de la pulsion et du désir de celui qui est en proie à une ébriété pathologique. Et pour que ça soit encore plus clair, eh bien, il prend soin de préciser que, à côté de alcool inebriety, on aura opium inebriety, cocaine inebriety, éther inebriety, etc. Et ça se retrouve ensuite, c'est le fait qu'on puisse considérer que ce que nous désignons comme addiction, c'est ce que Norman Kerr désigne comme inebriety. Il suffit ensuite de regarder l'histoire des périodiques. Par exemple, le British Journal of Inebriety, ça s'appelle comme ça en 1903, et ça devient le British Journal of Addiction to Alcohol and Other Drugs en 1947. Donc, je résume ces premières considérations historiques. L'histoire nous apprend donc déjà deux choses qui me paraissent importantes: qu'on parle très tôt en anglais d'être addict à quelque chose pour parler de ce à quoi on s'adonne ou on se consacre dans la durée, et des choix qui engagent non pas ce qu'on fait à l'instant T, mais qui on est sur la durée. Un homme tourné vers le service de Dieu, le péché ou l'étude, car à la fin du XVIe siècle, on désigne le docteur Faust comme un addict. Il s'adonne de manière continue à l'étude, donc il mérite d'être appelé addict. Et deuxième chose, ça c'était la première borne temporelle, la deuxième chose, c'est que pour parler de pathologie liée à l'abus d'une substance, dans sa relation essentielle à l'abus d'autres substances, dans l'histoire, le lexique de l'addiction n'est pas nécessairement mobilisé, ou il n'est pas prioritairement mobilisé. Quand on est avec Norman Kerr, eh bien, on a un concept d'ébriété pathologique qui recouvre l'essentiel de ce que nous entendons par addiction. Alors, une fois qu'on a identifié ces repères, apparition d'un lexique de l'addiction à quelque chose dès le XVIe siècle, stabilisation puis diffusion d'un concept médical de conduite addictive à partir de la fin du XIXe siècle, il reste tout un ensemble de questions difficiles sur les origines de l'usage médical du terme, comme sur le contexte d'émergence de ce que j'ai appelé préoccupation ou souci des addictions. Et dans cette perspective, il y a un auteur qui mérite une attention particulière, c'est le sociologue Harry G. Levine, dont l'article de 1978, La découverte des addictions, est toujours cité par les historiens de ces choses-là comme un travail pionnier, une sorte de point de départ de la recherche historique récente. Sauf que justement, l'article s'appelle La découverte des addictions, et c'est une thèse de G. Levine sur la découverte des addictions. Harry G. Levine ne nous dit pas quand est-ce qu'on a découvert les addictions, il nous propose quelque chose d'historique au sujet de la découverte des addictions, ce qui n'est absolument pas la même chose. Donc je dirais que c'est un texte qui reste très important, mais c'est plutôt un point de départ de l'historiographie récente que quelque chose qu'on devrait accepter tel quel. Alors que proposait Levine dans ce texte? Une réponse à la question: à partir de quand et où la découverte de ce qu'on appelle addiction, affirmait-il, a eu lieu en Amérique du Nord dans la période qui va de la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle. Seconde question: quelle est la source du souci des addictions? Quel produit en particulier motive ce souci? Selon Levine, le concept médical moderne d'addiction serait une généralisation à partir de la dépendance à l'alcool, vue comme un problème médical et un fléau social, et ce, avant même qu'on reconnaisse la même qualité à l'opium et à ses dérivés. On serait passé au sujet de l'alcool, de l'idée d'une consommation toujours volontaire,
à la prise au sérieux des propos d'alcooliques qui rapportent qu'ils aimeraient s'abstenir, mais qu'ils font des tentatives infructueuses et vaines pour s'abstenir. Dans la langue d'un pasteur qui s'exprime en 1883 et qui récuse le discours qui fait de l'alcoolisme un vice, leur désir de liqueur est plus fort que leur volonté et les subjugue. La pathologie est alors dans la dimension involontaire de la consommation et l'impossibilité de l'abstinence une fois que cette consommation est devenue chronique. Troisième question, qui est le personnage central de ce basculement? Ce serait Benjamin Rush, l'auteur de Une enquête sur les effets des spiritueux, c'est-à-dire des boissons obtenues par distillation sur le corps et l'esprit humain. Les esprits ardents, dit Rush, c'est-à-dire le principe actif de ces boissons, sont la cause de pathologies qui affectent aussi bien l'esprit que le corps. Ils dégradent la mémoire, dit Rush, affaiblissent l'entendement et pervertissent les facultés morales. Donc ce n'est pas le vice dans ce cas-là qui est au principe de l'alcoolisme, c'est l'alcoolisme qui rend vicieux, par exemple incapable de tenir ses engagements. Enfin, il n'y a rien de fortuit dans cette découverte de l'addiction en ce lieu et ce temps pour Levine. Selon lui, qui est donc un lecteur de Michel Foucault, la question de la dépendance à l'alcool devient saillante dans le contexte d'une nouvelle conception de l'ordre social qui repose, pour le dire simplement, non sur l'obéissance, mais sur la responsabilité et le contrôle de soi d'agents rationnels. En ce sens, combattre l'alcoolisme au XIXe siècle, avec les mouvements pro-tempérance comme l'Independent Order of Good Templars fondé en 1851, c'est en fait défendre la société. On le rappelle, Benjamin Rush est l'un des signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Il signe pour la Pennsylvanie aux côtés de Benjamin Franklin. Déclaration dans laquelle il est écrit, c'est le début du paragraphe 2, qu'il est évident de soi, self-evident, qu'il existe des droits inaliénables des humains, la vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Or, on pourrait dire que la vie, la liberté, comme possibilité de vivre comme on veut, et la poursuite du bonheur ne sont rien, ou sont tout simplement inaccessibles au commun des humains, s'il y a des actions qui mettent en péril votre vie, et que pourtant, vous ne pouvez pas ne pas faire. Donc je dirais, Levine ne le dit pas comme ça, mais je l'ajoute à son analyse, je dirais qu'en une parfaite symétrie, de même donc qu'on a la tyrannie extérieure doit être abolie, et la tyrannie extérieure pour les pères fondateurs des États-Unis, c'est celle du Royaume d'Angleterre, eh bien il y a une tyrannie de l'esclavage intérieur qui est la dépendance à l'alcool, qui doit être combattue elle aussi, et Rush, c'est le point de rencontre de ces deux rejets ou de ces deux protestations. Donc Levine a une proposition qui concerne ce qu'il appelle la découverte des addictions ou encore l'invention du concept d'addiction. Sans doute point négatif, si on tient à nos distinctions de tout à l'heure, il néglige ceci que l'émergence d'un concept d'addiction à l'alcool n'est pas l'émergence du concept d'addiction proprement dit, tel qu'on l'a vu proposer avec l'ébriété de Norman Kerr ensuite. Il faudrait encore préciser sous quelles conditions on en vient à considérer l'alcoolisme, non comme une maladie spécifique, mais comme une addiction parmi d'autres. Mais sur le versant positif, Levine propose de concevoir la médicalisation de l'addiction à l'alcool, non comme un simple épisode de l'histoire médicale, mais comme l'expression d'une préoccupation qui ne se comprend que par rapport à une certaine idée politique, sociale, économique de ce que les individus doivent être, ou si vous préférez, de la normalité. Il faut donc alors désenclaver l'histoire médicale pour en comprendre l'objet et ce qui se joue en elle. Cependant, c'est un de mes motifs d'aujourd'hui, ce scénario que nous propose Levine n'est pas le tableau du passé, mais une certaine reconstruction de ce passé, et une bonne part de l'historiographie récente de la question des addictions consiste en une discussion critique de la thèse de Levine, à savoir priorité de l'alcool pour la pathologisation des conduites addictives, rupture opérée dans l'histoire médicale en Amérique à la fin du XVIIIe siècle. Un premier travail qui a compté de ce point de vue est celui de Jessica Warner, paru en 1994. Celle-ci conserve de Levine la focalisation sur l'alcool, mais elle nous invite à voir dans Benjamin Rush l'héritier d'une attitude vis-à-vis de l'alcool que pour sa part elle voit émerger dans le contexte britannique du XVIIe siècle. En effet, il faudrait remonter au moins aux prédicateurs protestants de l'Angleterre des Stuarts pour voir apparaître une désignation de l'ivrognerie chronique comme maladie. Dès lors, ni l'opposition entre vice et maladie, ni l'idée selon laquelle la sphère religieuse serait étrangère à la médicalisation ne sont vraiment probantes.
Donc finalement, ce n'est pas d'un côté les religieux qui parlent du vice de l'alcool et de l'autre les médecins qui parlent de la maladie. C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut lire donc John Downham, l'auteur des 4 traités de 1609, Owen Stockton, dont l'avertissement aux ivrognes Warning to Drunkards est publié à titre posthume en 1682, Robert Harris, pasteur de Hanwell, et d'autres, pour voir sous leur plume tout un ensemble de points soulignés. La persistance dans le temps d'une consommation hors de contrôle, ou comme dit Downham, d'une manière assez frappante, ce qui était plaisir au début, delight, devient nécessité, c'est-à-dire inévitabilité, l'insensibilité aux raisons, les fausses promesses jamais tenues, demain j'arrête, la liste des conséquences médicalement désastreuses de cette consommation, selon Harris, les rhumes, la goutte, l'hydropisie, l'apoplexie, les inflammations. Alors je vous ai mis une citation d'Howard Stockton, l'ivrognerie est un péché séduisant et envoûtant dont ceux qui y sont accoutumés ont beaucoup de mal à se détacher. Beaucoup de mal à se détacher. Ils continuent à pécher contre la lumière, à pécher contre les conseils, les réprimandes et les larmes de leurs amis, contre les avertissements de leur propre conscience. Bien que le Seigneur les afflige dans leur corps, leur bien, leur réputation, ils persistent néanmoins dans ce péché. Et très finement, me semble-t-il, Jessica Warner souligne que le fait que le discours religieux du XVIIe siècle britannique parle de maladie, disease, le mot est employé, ne fait pas du ministre protestant, Stockton et d'autres, un médecin ou un expert en médecine. Dans le jeu de langage de la rhétorique spirituelle, le vocabulaire de la maladie opère comme ce qu'on pourrait appeler une arme de dissuasion massive. L'alcoolisme maladie, avec son cortège de mots dans ce monde-ci, est présenté tout autant et peut-être encore plus comme une raison de s'abstenir à jamais que comme une réalité qu'on constate. Il s'agit de faire peur à travers la dimension de maladie de la consommation chronique. Mais la révision proposée par Jessica Warner par rapport à la proposition initiale de Levine est loin de clore l'enquête, elle n'a fait en un sens que la relancer. Une figure de ce renouvellement contemporain est Phil Whittington, qui est professeur d'histoire à l'université de Sheffield et qui a été un des animateurs du projet de recherche européen qui me semble très impressionnant, Intoxicating Spaces, sous-titré L'impact des nouveaux stupéfiants sur les espaces urbains 1600-1850, projet qui a été développé de 2019 à 2022, étude de la production, du commerce et de la consommation du cacao, du café, de l'opium, du sucre, du thé, du tabac, et ce à partir de l'étude de 4 villes, ou on pourrait dire 4 hubs de la circulation internationale des biens à l'époque moderne, à savoir Londres, Amsterdam, Hambourg et Stockholm. Donc, dans l'étude des conduites addictives, ce projet et ses signataires me paraissent apporter un correctif salutaire, sortir de la psychologie et de la relation du consommateur individuel avec le produit, partir des choses qui s'achètent et se vendent, parce qu'à quelques titres, elles sont plaisantes ou utiles ou paraissent un temps être telles. Première chose, pourquoi s'arrêter à l'alcool quand on s'intéresse aux consommations jugées préoccupantes dans le XVIIe siècle britannique? Et aussi, pourquoi s'arrêter, comme Jessica Warner, aux sermons et aux pamphlets des pasteurs et des prédicateurs? Whittington accorde une importance particulière dans sa démonstration à Thomas Tryon, un contemporain quasi exact du philosophe John Locke, connu pour ses manuels de self-help, s'il était parmi nous aujourd'hui, ça s'appellerait comme ça, qui ont connu à l'époque un certain succès. Ainsi, en 1691, les préceptes de la raison, aphorismes et règles physiques, morales et divines pour préserver la santé du corps et la paix de l'esprit. Donc, vous voyez, vous lisez les Wisdom's Dictates de Tryon, et puis après, si vous suivez ces préceptes, votre vie a toute chance d'être absolument extrêmement enviable parce que vous êtes heureux et en bonne santé. Si vous lisez Tryon et vous appliquez ces préceptes, vous n'allez pas seulement rester du côté de la santé, vous allez mener une bonne vie, une vie loin des soucis et des malheurs. Donc, importance en particulier de ce passage. Celui qui boit plus que ce que le besoin et la nature exigent en viendra en peu de temps à attendre cette boisson et en avoir besoin. Il en va de même s'il s'agit d'une boisson inappropriée comme le brandy, le vin ou d'autres, voire s'il s'agit de café ou de thé, si un homme n'y prend garde. Leur consommation l'asservira, de sorte qu'il ne saura plus s'en passer, et de la modération, il glissera peu à peu, presque sans s'en rendre compte, vers l'excès. Des milliers de personnes font une expérience similaire avec le tabac. Alors, les 3 éléments fondamentaux dans ce texte, c'est d'une part que le cas des boissons alcoolisées n'est pas spécifique,
contrairement à ce qu'on nous avait dit, que ce qui est vrai de ce qui les concerne est vrai aussi pour Tryon du café et du tabac. D'ailleurs, les historiens nous disent que dans l'Angleterre de l'époque de Tryon, on fume en buvant et on boit en fumant, donc il n'y a pas de séparation stricte des usages. Deuxièmement, il y a un même pattern caractéristique de passage du raisonnable à l'incontrôlé dans la consommation. Et enfin, l'agent qui consomme n'est plus tout à fait le même au bout d'un certain temps, puisque au terme du processus, il est enslaved, assujetti, réduit en esclavage. Et quelqu'un comme Tryon, qui se préoccupe du maintien de la vie dans la santé et dans le contentement au XVIIe siècle, ne peut pas ne pas être préoccupé par cette expérience commune. Vous voyez, cela n'a pas grand-chose avec l'idéal de self-control de l'homo economicus de Levine et du gouvernement de soi à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, pas grand-chose à voir non plus avec l'obsession du péché des prédicateurs que cite Jessica Warner, et pas seulement à voir avec la santé du corps. C'est une autre forme de préoccupation au nom d'un idéal de vie heureuse dans la modération et dans l'indépendance. Mais l'analyse que nous propose Whittington ne s'arrête pas là. Ce que Tryon souligne, ce n'est pas seulement qu'il y a des consommations préoccupantes qui forment une famille, le tabac, le café, l'alcool et le reste, mais que les occasions de celles-ci se sont multipliées récemment en 1690, avec l'évolution de l'offre et l'évolution de la consommation. Dans un autre texte de Tryon, The Good Housewife Made a Doctor, 1692, il observe que le café est une nouvelle liqueur, admirez nouvelle, une nouvelle liqueur inventée par les Turcs et les païens, qui en quelques années est devenue bien plus consommée et plus estimée par les Anglais. Dans un autre texte, A Way to Health, Long Life and Happiness, 1691, il se souvient de l'époque où seuls quelques gentlemen fumaient une pipe de temps en temps, faisant ainsi allusion à un usage qui est devenu plus fréquent et plus répandu dans diverses classes sociales. Et un peu plus haut dans le même texte, il se fait plus explicite. Récemment, le tabac est davantage à la mode et des milliers de gens ont mis à l'épreuve leur santé et ont nui à celle-ci. Many thousands have strained and hurt their health, simplement pour suivre cette mode. Il y a donc pour Tryon des incitations à consommer qui amplifient les occasions d'aller vers l'excès. Aussi bien l'importation, soit nouvelle, soit plus large, de certaines denrées, que la mode, qui conduit à essayer ces produits exotiques et nouveaux. La préoccupation chez Tryon traduit ainsi une situation qu'on pourrait dire de risque, qui naît au carrefour entre offre et demande, offre renouvelée par la dynamique du commerce et demande amplifiée par l'évolution des usages. Le moraliste est là pour dénoncer les maux que cachent les nouvelles normes de comportement et la manière dont la coutume, c'est un mot qui revient chez lui, impose aux individus ce qui est mauvais pour eux, quand bien même ils auraient une conscience résiduelle des dangers qu'ils encourent. Donc, ce n'est pas parce que les choses sont devenues habituelles qu'elles sont devenues innocentes. Pour celui qui se soucie du bien-être et qui écrit ses manuels de self-help, ce n'est pas parce que les occasions de consommer d'une manière abusive sont devenues une norme sociale qu'elles cessent d'être préoccupantes, bien au contraire. Enfin, Whittington a également proposé que le ministre protestant et le moraliste soucieux du bien vivre et du bien-être individuel ne sont pas les seuls à se préoccuper au XVIIe siècle des conséquences indésirables des nouveaux appétits. La notion même de consommation, consumption, un mot ancien en anglais avec un sens au XVIIe siècle nouveau, émerge dans le discours des économistes britanniques de l'époque lorsqu'ils ont à penser les conséquences pour le corps social, la prospérité commune, le Commonwealth, d'un excès des importations de certains biens, tout particulièrement celle des sources de l'intoxication ordinaire. Ainsi, Thomas Mann, un important économiste britannique du XVIIe siècle, peut-il écrire dans un texte publié en 1621, Discourse of Trade, où il critique d'autres solutions plus radicales fondées sur des restrictions imposées aux consommateurs. Nous ne devons pas éviter l'importation de marchandises étrangères, mais plutôt nous efforcer volontairement de modérer notre goût pour la consommation de celles-ci. Et ce que montre en fait Whittington dans un autre article, c'est qu'en fait, ce n'est pas les marchandises étrangères en général, ou pas seulement en général, c'est tout particulièrement certaines de ces sources de l'intoxication dont nous avons déjà parlé. Donc, quelle que soit la solution envisagée, celle de Munn ou d'autres plus radicales qui préconisent des formes de prohibition des importations, la sobriété des particuliers, de l'aveu des contemporains, est aussi par ses implications une question d'économie politique,
car c'est d'elle que dépend pour une part importante ce qu'on peut appeler la santé du royaume. Donc, cette affaire de consommation excessive, ce n'est pas seulement une question qui concerne les individus, c'est une question qui concerne la collectivité. Alors, quelques objections qu'on peut se faire. Vous allez me dire, toute occasion de consommer ne conduit pas à un pattern addictif. L'abus ou l'excès n'est pas nécessairement l'addiction en sens étroit, mais je dirais qu'une condition non suffisante peut être une condition nécessaire. Si toute addiction est addiction à quelque chose, on ne devient éventuellement addict qu'à ce qu'on a pu rencontrer, et cette rencontre ne se fait pas en contexte britannique, comme Tryon et ses contemporains s'en rendent compte, dans un espace indifférencié, mais dans un espace de disponibilité accrue ou nouvelle des produits et de valorisation de ceux-ci à de multiples titres lorsqu'ils sont intégrés à la vie ordinaire. D'autre part, on pourrait aussi s'interroger sur le lien entre l'objet de la préoccupation multiforme que j'ai essayé de reconstruire à la suite de Whittington et ce que nous appelons addiction. S'agit-il bien de la même chose? Whittington nous met en garde contre une interprétation abusive des occurrences de être addict à au XVIIe siècle, et ce qui nous ramène à mes considérations lexicales du début. Lorsque Downham, comme écrivain religieux, fulmine au XVIIe siècle contre ceux qui addict themselves to much drinking, qui se consacrent, qui sont à boire beaucoup, il serait naïf de se contenter de l'identité des mots addicted to, addict themselves to much drinking, pour en déduire quelque chose qui nous parlerait de notre actualité, puisqu'il parle dans les mêmes termes d'autres choix de vie. To addict oneself to peut concerner aussi bien le fait de s'adonner à la boisson qu'à l'orgueil, par exemple, ou au plaisir des sens. To addict oneself to n'est pas synonyme de pathologie en lui-même, à soi seul. En revanche, il y a bien dans les textes qu'analyse Whittington deux usages de coutume. La coutume peut être la disposition des individus renforcée socialement par l'exemple, mais elle peut être aussi ce qui explique, par une modification physiologique, la transformation du volontaire en involontaire, ce qui emprisonne le sujet dans un pattern de comportement auquel il ne peut plus aisément échapper. Et dans ce cas, le fait de s'adonner à la boisson n'est plus seulement quelque chose comme un choix répété, mais quelque chose qui en vient à échapper au contrôle volitionnel ordinaire et qui correspond, certes dans un autre espace conceptuel, à ce que nous appelons addiction. Alors, la préoccupation pour les consommations excessives et les conduites addictives est un chapitre, donc, non pas seulement de l'histoire médicale, mais de l'histoire religieuse, de l'histoire des conceptions de la vie bonne et des obstacles à celle-ci, de l'histoire économique, liste non limitative sans doute. Le projet de contextualiser d'une manière éclairante plutôt qu'anecdotique la médecine de l'esprit et ses concepts n'est bien sûr pas neuf. Par exemple, Ian Hacking a proposé son concept de niche écologique d'une maladie mentale dans son livre de 1998, Mad Travelers, une étude qui porte sur ce qu'on a appelé plus récemment fugue dissociative. Et je voulais vous préciser qu'il y a un autre livre important en philosophie sur la question des aliénés voyageurs que traite Hacking dans ce livre, Les fous voyageurs. Donc les fous voyageurs, ça va m'intéresser au titre de la notion de niche écologique, mais en fait, ça porte sur cette affaire étrange de l'automatisme ambulatoire à la fin du 19e siècle. Et l'autre livre philosophique important sur la question des aliénés voyageurs, c'est le livre de Jean-Claude Beaune, un philosophe français décédé l'année dernière, que j'appréciais beaucoup sur un plan humain et sur un plan intellectuel. Je voulais le mentionner à l'occasion de cet exposé. Alors, l'idée de Hacking est de refuser de séparer la maladie en soi et la maladie pour un observateur ou un expert, toute maladie connue étant une maladie qui suppose indissociablement, avance-t-il, des victimes et des experts. Cela fait de la niche écologique d'une maladie à la fois l'ensemble de ses conditions d'existence et de ses conditions d'identification. Et Hacking propose qu'il y ait 4 dimensions ou vecteurs d'une telle niche qu'il nomme le cadre diagnostique, c'est-à-dire le prisme des concepts médicaux permettant de poser un tel diagnostic, l'observabilité, c'est-à-dire les conditions sous lesquelles le trouble est visible et il devient un souci pour la collectivité. Dans le cas des aliénés voyageurs, par exemple, c'était l'efficacité de la police en France et des gendarmes qui appréhendaient des gens qui se promenaient, on ne sait pas pourquoi, et qui les remettaient aux autorités médicales. La polarité culturelle, c'est-à-dire ce qui conduit à appréhender le comportement et les symptômes en les évaluant négativement par rapport à un pôle positif. Le désir d'évasion, ce à quoi la condition pathologique est bonne, puisque malgré le lot de souffrance et de privation qui l'accompagne, cette condition offre parfois une sorte de refuge, comme on peut le voir à travers la théorie du sick world d'Alcott Parsons.
il ne serait pas difficile, je pense que ça peut au moins permettre de fixer un peu les choses, de traduire la proposition de Levine, qu'on a vue tout à l'heure, en la complétant au besoin dans les termes d'hacking. À défaut d'avoir identifié l'origine du concept d'addiction, Levine aurait au moins caractérisé, ce n'est pas rien, la niche écologique de l'alcoolisme maladie au XIXe siècle. On pourrait faire ça comme ça. Pour le cadre diagnostique, il y aurait la conceptualisation de la pathologie comme compulsion ou comme régression vers un comportement plus automatique. Et il y a beaucoup de visages du pathologique au XIXe siècle qui ont à voir avec l'automatisation du comportement. On peut penser à Glyn Jackson sur l'épilepsie et l'aphasie. On peut penser bien sûr à Gilles de la Touette. Pour l'observabilité, les lignes de tempérance dont parle Levine, qui transforment une question privée en un objet du débat public. Pour la polarité culturelle, l'opposition entre contrôle de soi et hétéronomie, si importante aux yeux de Levine. Et pour le désir d'évasion, ça il n'en parle pas, mais on pourrait le rajouter, bien entendu, il y a toute la question des paradis artificiels au XIXe siècle. Mais le point important pour moi, c'est que les addictions ne sont pas seulement l'occasion d'élargir l'application du concept de niche écologique, c'est-à-dire de chercher une niche écologique des addictions, comme il y avait une niche écologique de la fugue pathologique. Les addictions peuvent être l'occasion de compléter ou de réviser l'analyse de hacking sur un plan conceptuel et analytique. D'une part, en explicitant qu'une niche écologique peut évoluer avec le temps. Les formes de conceptualisation de la maladie, comme ses conditions d'observabilité, comme l'idée de la polarité culturelle ou l'attractivité intrinsèque de la maladie, peuvent et ont de fait changé. Les consommations chroniques excessives à l'époque plus reculée de Downham, de Tryon, de Locke sont conceptualisées autrement qu'à l'époque de Rush. Comme elles sont détectées autrement, elles sont pour ainsi dire saillantes d'une autre façon, à d'autres titres, dans l'espace public, mais elles le sont véritablement à des moments différents du temps. En second lieu, finalement, quand on regarde sa proposition, Hacking semble privilégier sous le nom de niche écologique moins les conditions d'existence proprement dites que les conditions de détectabilité de la maladie, ce qui donne lieu à sa représentation et à des formes de conscience collective dirigées vers elle. Or, ce qu'on trouve au XVIIe siècle, la perspicacité de Tryon vis-à-vis de l'évolution de l'offre en matière de produits qu'on peut consommer, la liaison chez Mann entre les choix individuels et la santé du royaume d'Angleterre, la réflexion des historiens que j'ai mentionnés, tout cela nous invite à prendre compte ce qu'on pourrait appeler les raisons objectives de se préoccuper de certaines formes de consommation réitérée à travers les occasions de cette préoccupation. Donc, raisons objectives, à savoir existence et disponibilité de produits ou de nouveaux produits, commerce florissant qui les achemine vers les consommateurs, ce qu'on appelle aujourd'hui trafic, c'est la forme illégale du commerce, lieu de sociabilité où la consommation devient habitude, mode et changement influençant les usages récréatifs, la diététique, comme la pharmacopée. Donc pour le dire simplement, la niche écologique des addictions, dans ce cas, inclut ou doit inclure la centralité dans l'espace social et économique des objets de l'addiction et des occasions de devenir addict à quelque chose. L'histoire des addictions devient alors celle du renouvellement progressif, non pas seulement des explications et des concepts médicaux, des formes de détection des conduites problématiques ou des idéaux sociaux qui justifient la préoccupation sous toutes ses formes. Elle est aussi l'histoire de l'apparition de nouveaux produits du fait du développement de la chimie, de nouveaux modes d'administration de ces produits. Au XIXe siècle, exemple incontournable, la révolution de la seringue hypodermique. Et puis, puisque beaucoup d'addictions sont des addictions à des produits développés dans des contextes médicaux, ce qui justifie l'expression remède dévoyé dans mon titre, l'évolution de la niche écologique des addictions doit inclure l'histoire des conséquences du développement de l'industrie pharmaceutique. Et je ne pouvais pas ne pas vous montrer la publicité de la firme Bayer Pharmaceuticals qui mettait en vedette autour de 1900 deux de ses produits phares, à savoir l'aspirine en haut et l'héroïne en bas, qui est présentée, vous avez vu, comme un sédatif, pour un remède contre la toux. Voilà. Au départ, l'héroïne, c'est ça. C'est quelque chose qui est vendu avec fierté par Bayer Pharmaceuticals comme un remède efficace contre la toux. Vous voyez sur la même publicité que l'aspirine, ce qui est quand même tout à fait vertigineux pour nous. Alors, je vais en venir à mes conclusions. Tout d'abord, le philosophe doit être modeste, il doit se mettre à l'école de l'historien. Alors, qu'est-ce que nous disent les historiens? Les historiens, récemment, si on essaie de
comprendre le débat et l'évolution du débat, ils nous disent tout simplement que le souci des conduites addictives est plus ancien que la Révolution américaine. Et donc, de ce point de vue, il est plus ancien que ce que nous appelons psychiatrie, en un sens un tant soit peu précis. En outre, en synthétisant ce que nous dit l'histoire des addictions, là je vais un petit peu plus faire mon philosophe, il y a un des livres importants de la philosophie à la fin du XXe siècle, qui est le livre d'Eric Parfit qui s'appelle Raison et personne. Et ce livre était un livre sur la notion de personne, et en particulier, il y a une chose qui a beaucoup intéressé les philosophes avant Parfit, Locke et d'autres, qui est la question de l'identité diachronique d'une personne, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que Marie a T et Marie a T plus 1, c'est la même personne. Malgré tout, on pourrait dire, quand bien même peut-être que le caractère de Marie a changé, beaucoup de cellules se sont renouvelées dans le corps de Marie, elle a peut-être changé en beaucoup de points, mais on va quand même dire que c'est la même personne. Qu'est-ce qui fait que la personne est la même à deux moments du temps? Et en fait, Parfit propose dans ce livre de remplacer l'intérêt pour la question de l'identité diachronique par l'intérêt pour une autre notion, qui est la notion de continuité ou la notion de connectivité. Et en disant que ce qui importe finalement, c'est pas l'identité de la personne, c'est la continuité de la personne. Et ça a des conséquences très fortes chez Parfit, puisque c'est une manière de dire que si des gens continuent des choses auxquelles nous tenions après nous, alors nous sommes encore un peu vivants en eux quand ils accomplissent les projets qui nous tenaient à cœur après notre décès, après la dissipation de notre existence biologique. Je dirais qu'en histoire, peut-être que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire peut-être que l'identité n'est pas ce qui importe. Peut-être qu'on n'est pas condamné à une alternative entre, d'une part, être complètement présentiste en disant « Ah, mais à l'époque de Tryon, on a les mêmes addictions qu'on a aujourd'hui », ou bien d'être dans une sorte de choses qu'on trouve beaucoup souvent dans l'histoire, c'est-à-dire l'obsession des ruptures sur le thème « avant, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a après ». Et je pense que le présentisme naïf qui nierait tout simplement qu'il y a une évolution historique, de même que la thèse selon laquelle il y a une rupture absolue entre les conceptions modernes de l'addiction et les choses un peu anachroniques que je vous ai présentées avec Tryon et d'autres, je pense que c'est une alternative qui n'est pas satisfaisante. Moi, je dirais que les consommations préoccupantes de Tryon ne sont pas tout à fait nos addictions, mais il y a des aires de famille entre les problématisations, et il y a des aires de famille entre les situations. Les objets sont en partie communs, après tout, le tabac n'a pas disparu, et les motifs de préoccupation n'ont pas disparu non plus. Donc il y a un processus de transformation historique, et ce processus doit être pris en compte, et il n'est pas nécessaire de penser en termes d'identité, en termes de différence, de s'enfermer dans l'idée c'est la même chose, ou ce n'est radicalement pas du tout la même chose. Le deuxième élément de conclusion, c'est que je vous propose de faire une sorte de tournant réaliste en matière de conception de la niche écologique. C'est dit d'une manière un petit peu trop emphatique, je crois, mais en gros, c'est l'idée, à savoir qu'il faut prendre en compte non pas seulement les conditions de représentabilité de la maladie, mais la gamme des facteurs de risque, c'est-à-dire la culture matérielle et la valorisation des produits, c'est-à-dire les occasions de devenir addict à quelque chose. Voilà. Il y a une notion qui a beaucoup intéressé récemment les philosophes de la psychiatrie, en particulier mon collègue à New York, Jérôme Wakefield, qui a proposé une analyse de ce que c'est qu'un trouble mental en termes de ce qu'il appelle dysfonctionnement préjudiciable. Et comme son travail a marqué les esprits, un trouble mental, ce serait un dysfonctionnement préjudiciable. Je vais laisser dysfonctionnement de côté, mais après, l'idée de préjudiciable, c'est l'idée que on ne peut pas reconnaître un trouble si on ne reconnaît pas qu'il y a quelque chose qui cause du tort à la personne, et qui est une dimension de ce trouble, une dimension de cette pathologie. Et donc, on avait fait, avec mon collègue Luc Fauché, en 2021, un ouvrage de discussion de la thèse de Wakefield. Et comme Wakefield est très bavard, il nous a fait de très longues et très complètes et très remarquablement argumentées réponses à toutes les critiques qu'on avait pu lui apporter. En fait, qu'est-ce que je voulais simplement dire au sujet de cette affaire de préjudice? D'abord que je pense que ce que j'ai appelé préoccupation depuis le début, c'est la conscience ou la perception d'une forme de préjudice. C'est-à-dire que quand on dit que les consommations sont préoccupantes, c'est qu'on pense qu'elles ont une dimension préjudiciable. Et donc, qu'est-ce que c'est que la préoccupation? C'est la détection d'une forme de préjudice. Mais deuxièmement,
La notion de préjudice en elle-même, elle est extrêmement vague, et même Jérôme Mayfield ne le nie pas. Mais je pense que plutôt que de chercher des critères universels et nécessaires de ce que c'est qu'un préjudice, ce que le philosophe serait peut-être tenté de faire, en fait, on peut tout simplement reconnaître la variété des préjudices, la variété des sources de préjudices, essayer de bien décrire cela et la dynamique de cela. Et ça n'exclut pas, je pense d'ailleurs, d'expliciter la perception erronée des préjudices, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement uniquement une entreprise descriptive, ça peut devenir une entreprise critique. Par exemple, il y aura des gens qui vous diront que les psychédéliques sont des substances addictives, et il y a de bonnes raisons aujourd'hui de douter que dire que les psychédéliques que ce sont des substances addictives soit une thèse bien confirmée. Donc après, quand on s'intéresse à la question des préjudices, on n'est pas simplement dans la description de à l'époque X, on reconnaît telle forme de préjudice par rapport à une substance. Après, on peut rentrer aussi dans des considérations réflexives sur est-ce à bon droit qu'on dit que telle ou telle chose présente un préjudice ou pas. Donc après, on ne peut pas simplement être dans la description, on peut être aussi dans l'analyse réflexive et critique. Quatrièmement, les gens qui s'intéressent aux addictions savent qu'on résume très souvent les positions dans le champ en disant qu'il y a d'un côté le modèle du choix et de l'autre côté le modèle de la compulsion. Plus ça va, plus j'ai des doutes sur cette opposition entre choix et compulsion. Plus ça va, plus je pense que ce qu'on entend par compulsion, c'est très rarement, en tout cas pas toujours, quelque chose qui serait de l'ordre de quelque chose à quoi il est absolument impossible de résister, mais plutôt du fait qu'on n'a pas un choix entre deux alternatives qui se présentent, qu'il est aussi commode de réaliser l'une et l'autre, mais simplement il y a un biais dans le processus décisionnel en faveur d'une alternative plutôt que d'une autre. En tout cas, j'espère que ce qu'on a pu voir au sujet des origines de l'usage de being addicted to en anglais nous renvoie à cette idée ou à ce point qu'il ne s'agit pas de n'importe quel type de choix, c'est pas le choix instantané de type au restaurant fromage ou dessert. En fait, c'est des choix qui sont des choix par rapport à des carrières, qui sont des choix par rapport à des engagements, qui sont des choix par rapport à des vocations. Au départ, le lexique de l'addiction, ça sert à désigner ça, et sans doute c'est quelque chose qu'on doit sans doute ne pas complètement oublier. Enfin, il y a quand même une grande question par rapport à tout cela, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait et comment on prend en charge et quels sont les objectifs qu'on peut se donner dans une perspective d'accompagnement, dans une perspective thérapeutique. Et donc, je dirais que se soucier des patterns addictifs ou les médicaliser, ce n'est pas nécessairement se donner comme objectif leur éradication pure et simple. Et de ce point de vue, je voulais rappeler l'existence puisque vous avez vu que cet exposé était assez anglophile finalement, mais ce sont les nécessités de l'histoire. C'est pas juste mon goût personnel pour une certaine forme d'anglais archaïque que je trouve absolument délicieux. J'ai pas eu le temps de vous parler du pamphlet du roi James Ier contre le tabac qu'il avait publié un peu après 1600, qui est un texte absolument extraordinaire. Mais donc là, je voulais plutôt me concentrer sur ce grand médecin pour l'essentiel du XXe siècle, qui est donc Sir Humphrey Wollaston. Et Sir Humphrey Wollaston était donc un médecin à qui on avait confié de faire des recommandations sur comment il fallait faire avec les addicts, avec les addicts aux drogues, l'addiction aux drogues. Et donc, le Wollaston Report en 1926 avait été à l'origine de ce qu'on appelle le système britannique qui a tenu jusqu'aux années 60. Et ce texte prévoyait en particulier la prescription d'opioïdes, donc la délivrance par le médecin de la substance d'addiction, lorsque, je cite, le patient, tant qu'il est capable de mener une vie utile et à peu près normale, tandis qu'il est capable de mener une vie utile et à peu près normale aussi longtemps qu'il prend une certaine quantité non progressive, généralement petite, de la drogue d'addiction, cesse d'en être capable lorsque la fourniture régulière est supprimée. Donc c'était une manière de dire, dans certains cas, la maintenance, c'est-à-dire le fait de maintenir le patient dans sa consommation sous une forme modérée, eh bien ça peut être un objectif défendable. Et donc le souci de la consommation préoccupante, ce n'est pas nécessairement la disparition pure et simple de la consommation. Il y aurait des cas dans lesquels d'autres objectifs sont envisageables et ils seraient plus réalistes. Et tout ça se fait sans doute dans la relation entre les considérations d'ordre strictement médical et les considérations sur la vie bonne dont on a parlé tout à l'heure avec Tryon. Enfin, un tout dernier point, quelle histoire, hein. Vous avez vu que pendant très longtemps,
le philosophe s'est signalé par son intérêt exclusif pour l'histoire conceptuelle. Aujourd'hui, on le lui reproche beaucoup, et je pense qu'on ne le lui reproche pas toujours à tort, et qu'on a besoin, je pense, quand on fait l'histoire de ces choses-là, d'avoir une perspective qui dépasse la seule question des concepts et la seule question des théories pour aller vers des choses d'une autre nature. Donc il me semble que il est utile de relier l'histoire des conduites addictives et du souci des conduites addictives à une histoire au cours des siècles de la production, de la mise en circulation, de la consommation de certains produits susceptibles de satisfaire des besoins ou des désirs. Donc de même qu'il y a une histoire des relations des humains avec le blé et avec le riz, on peut faire une histoire des humains avec ça, avec la soie et avec le coton. Et le livre de Sven Beckert, je vous en ai mis la couverture parce que c'est vraiment un monument de la recherche historique contemporaine. C'est toute l'histoire du capitalisme racontée à travers le développement de ce qu'il appelle l'empire du coton. Donc de même qu'il y a une histoire des humains avec le coton, il y a une histoire des humains avec le fer, il y a une histoire des humains avec l'opium et ses dérivés, avec le tabac et le hashish, avec les produits de la distillation, avec le thé et le café. Une histoire faite de moments heureux, de soulagements passagers, de malheurs irrémédiables et aussi de profits considérables. Cette liaison de la question générale de la consommation et des occasions de consommer certains produits avec la question spéciale des conduites addictives, la seconde se résumant évidemment pas à la première, a certainement des inconvénients, mais elle me paraît pourtant absolument indispensable. Donc je vais quand même, sur une slide, vous mentionner tous les membres du programme d'AFID qui ont accepté de réfléchir à la question des addictions avec moi. Voilà, ils appartiennent à plusieurs disciplines. Donc en fait, la place de la philosophie, c'est la place de la philosophie par rapport à des gens dont certains travaillent sur les modèles animaux des addictions, d'autres sont cliniciens, d'autres sont sociologues. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Denis Forest, pour cet exposé extrêmement dense, extrêmement riche, bien sûr. Avant d'ouvrir la discussion à la salle et puis à ceux qui seront en ligne, je vais d'ailleurs aller vers le chat. Je lance peut-être la discussion et le jeu des questions. Peut-être que j'avais envie de vous poser une question un peu générale en écoutant votre exposé. Si on se resitue dans l'histoire de la médecine, l'histoire des sciences, est-ce qu'il n'y aurait pas un croisement intéressant à faire entre cette histoire des addictions et l'histoire, si on prend l'addiction, les substances addictives comme des substances toxiques, et une histoire de la toxicologie? Est-ce qu'il y aurait quelque chose là d'intéressant à creuser à votre sens? Peut-être une autre question puisque vous parliez de nombreux textes effectivement de langue anglaise, est-ce qu'il n'y a pas aussi, on ne peut pas expliquer finalement l'essor de la dictologie avec l'efficacité de certains thèmes anglais qui aussi ont eu du succès, comme je pense au terme de craving, qui n'a pas tellement de traduction satisfaisante en langue française. Peut-être que c'est du côté de l'impulsion, de la compulsion, mais enfin, l'efficacité de craving là est quand même totale. Enfin, il n'y a pas tellement de très bonnes traductions. Et puis, peut-être une autre question sur quelque chose qui est autour de l'effet finalement de ces substances. L'effet psychoactif quand même des substances addictives, finalement des effets d'une certaine manière sur le comportement, mais aussi sur le cerveau. C'est quelque chose que vous n'abordez pas directement, et comme je pense que bien sûr vous avez tout un champ de travaux et de connaissances sur l'histoire des neurosciences, des sciences du cerveau. Voilà, comment vous pensez éventuellement relier cette histoire des addictions avec l'histoire des neurosciences, des sciences du cerveau en tout cas, avec cette question de l'effet psychoactif de ces substances, que ça soit bien sûr l'alcool, qui, on a compris, a été un modèle pour certains auteurs de l'histoire des addictions, mais vous citez aussi bien sûr toutes les autres substances comme le tabac, le café notamment, et on pense à ces effets psychoactifs. Voilà pour les peut-être toutes premières questions avant d'ouvrir. C'est des questions immenses. Sur la première, alors de toute façon, il y a une sorte de porosité entre la question de l'histoire des drogues et la question de l'histoire des addictions. Donc les deux sont tout à fait poreux,
et il y a pas mal d'historiens aujourd'hui pour essayer de contester la centralité de l'histoire des addictions par rapport à quelque chose qui serait davantage une histoire des consommations et aussi une histoire de la manière dont les individus, après tout, il y a une historienne qui s'appelle Sarah Black, qui a fait un livre récemment, qui n'est pas encore traduit, je ne sais pas s'il le sera un jour, qui s'appelle Drugging France, Droguer la France, et qui en fait, c'est un livre sur l'histoire du 19e siècle, sur les innombrables raisons pour lesquelles les gens se mettent à prendre des choses de manière régulière et répétitive au 19e siècle, que ce soit de l'opium, que ce soit de la morphine, et ça peut être à des fins qui sont extraordinairement variées, ça peut être à des fins d'auto-exploration, un petit peu comme on a vu avec Moreau de Tours et d'autres. Ça peut être pour résoudre des problèmes de vie, ça peut être beaucoup de choses. Donc il y a une porosité naturelle entre la question de l'histoire des addictions et la question de l'histoire des drogues. Moi, j'ai essayé de pas aller complètement noyer la première dans la seconde. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens. Il est assez difficile parfois de faire une distinction complètement étanche entre ces deux histoires qui sont forcément enchevêtrées. Sur la deuxième question, oui, en fait, évidemment, il y a eu un temps où en France, il y avait des spécialistes des troubles liés à l'alcool, il y avait des spécialistes de toxicomanie, il n'y avait pas de lexique d'existence officielle de la recherche sur les addictions, et il y a une sorte d'écrasement de certaines des habitudes de pensée à partir en particulier du début du XXIe siècle, par la standardisation, par l'appel au lexique de la tradition anglo-saxonne. Alors je ne suis pas sûr que parfois il faille donner des sens très très mystérieux à craving. Ou plus exactement, craving, ça peut être beaucoup de choses. Certaines des personnes qui manipulent le concept de craving veulent simplement dire un désir qui est à la fois intense et persistant. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours qu'on puisse pas trouver parfois des équivalents parfaitement identifiables dans la langue française. Je ne sais pas si sur ces considérations lexicales, j'ai beaucoup à ajouter à ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors évidemment, je n'ai pas voulu faire un exposé sur le cerveau. J'ai pas voulu faire un exposé sur le cerveau dans les addictions. Ce qu'il y a de certain, c'est que ça pourrait être un objet d'étude en soi. C'est un objet d'étude en soi, je pense. C'est la rencontre entre plusieurs choses qui sont au XXe siècle. Ce triomphe d'une catégorie englobante d'addiction par rapport à l'étude de produits divers, hein. Donc le triomphe des héritiers du concept d'ébriété en tant que tout ça a bien un rapport, à savoir les consommations d'alcool, les consommations de cocaïne et autres ont bien un certain rapport parce qu'il y a bien un pattern comportemental, et puis une justification par les mécanismes ou par l'explication du fait que tout ça a bien un rapport parce que ça fait l'explication de ça fait appel à des mécanismes qui sont fondamentalement communs, les régions qui sont activées, les flux de dopamine qui sont centraux dans la réponse aux drogues, ce sont des choses qui, jusqu'à un certain point, je dis bien jusqu'à un certain point, sont communes. Donc il y a une évolution de la connaissance neurobiologique qui va avec l'idée, qui rencontre en fait, et ça s'est pas fait en un jour, c'est pour ça que je ne peux pas répondre tout à fait en détail, de manière tout à fait précise, parce que ça prendrait énormément de temps de le faire bien. Il y a une rencontre entre une extension de la connaissance neurobiologique, un désir, en tout cas un choix, qui est le choix d'affirmer que tous ces patterns de consommation, quelles que soient les fines nuances qu'on peut voir entre eux, la cocaïne, c'est pas l'alcool, ont bien une parenté, et pas seulement une parenté sur le plan descriptif et une parenté sur le plan étiologique. Et puis enfin, il y a la commodité du fait d'étudier ça, pas seulement chez des humains, mais d'étudier ça avec des animaux, et de retrouver dans le cerveau de certains des animaux, en particulier les rongeurs, le genre de régions qui sont jugées cruciales, en tout cas pour certaines, dans le déclenchement des addictions. Voilà. Très bien. Merci. Des questions dans la salle, Clément. Oui, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant et j'ai découvert des tas de choses là, sur tout ce monde anglo-saxon dont vous avez parlé.
C'est vrai que vous avez bien précisé les enjeux, les problématiques liées à est-ce qu'on fait une histoire du terme ou est-ce qu'on fait une histoire du concept. Et c'est vrai qu'il y a d'autres termes qui viennent. Et dans cette opposition, par exemple, dont tu parlais entre les addictions et le toxique, la toxicologie, il me semblait, moi, d'après les travaux de Marc Daller aussi, que justement il y avait cette opposition entre le monde anglo-saxon, où on parlait d'addiction, dans le domaine médical, et la toxicologie, qui était plutôt réservée au domaine français, et donc cette séparation entre, d'un côté, la problématique se situant du côté du sujet, de l'autre avec le toxique, et la problématique se situant au niveau de la substance. Et peut-être que c'est une lecture un peu qui répond plus au XXe siècle, peut-être que à la période historique que vous avez considérée. Deuxième chose, c'est qu'il y a un terme, moi, qui m'est venu tout de suite quand on parle des drogues, c'est quand même celui de pharmacone aussi, c'est-à-dire que c'est pas simplement un usage problématique, mais c'est aussi un usage souhaitable, qui réveille la passion, la vie, et qui nous fait sentir profondément vivants aussi. Par exemple, le café, certes, c'est décrit comme une substance qui peut conduire à l'addiction, qui peut conduire à la nervosité, etc. Mais on connaît aussi l'exaltation chez Balzac, par exemple, et ce qui lui donne effectivement cette veine créatrice. Et je voulais vous interroger aussi sur cette question de la vie bonne et d'une vie qui serait exempte d'excès. Finalement, on sait aussi notamment par les travaux de Foucault que cette question du travail sur soi, de la tempérance, c'est quelque chose qui est déjà présent dans l'Antiquité. On a des tas de remarques sur la question de l'usage problématique de l'alcool, déjà chez les stoïciens. Alors certes, c'est pas du tout une problématique sociale comme ça l'est dans l'âge classique en Angleterre dont vous avez parlé, avec cette naissance d'un individu maître de lui-même. Mais il y a pourquoi vous avez choisi cette période-là et vous n'avez pas choisi de faire démarrer les choses finalement plutôt dans la mesure où on a l'impression qu'il n'y a pas de rapport harmonieux finalement avec les objets dont on dispose et que c'est toujours problématique. Et notamment, il y a une dimension très importante, c'est la question de l'amour quand même, qui peut être aussi quelque chose de problématique au sens où ça déborde, ça excède, c'est pas quelque chose qu'on peut ranger dans une case, qui vient limiter et qui peut conduire là aussi à des conceptions qu'on pourrait juger comme addictives. Ce qui m'amène aussi à cette dernière question qui est celle de le vocabulaire aujourd'hui de l'addiction, du caractère toxique, a pris une importance considérable dans notre civilisation pour nommer un certain nombre de problématiques. On a une relation toxique, on est addict à son conjoint, on est dépendant à son conjoint. Le vocabulaire, me semble, de l'addiction s'infiltre aujourd'hui beaucoup pour caractériser les problématiques des sujets aujourd'hui. Bon, beaucoup de questions. Je vais peut-être pas répondre à tout. Bon, déjà sur la question de pourquoi le XVIIe siècle. Bon, alors il y a une chose que j'ai certainement pas dite, c'est que tout commençait avec le XVIIe siècle britannique. En fait, c'était un correctif par rapport à la thèse de Levine qui disait qu'il fallait faire commencer la préoccupation de tout ça avec la Révolution et l'indépendance américaine. Donc, moi, je pense que ce correctif est intéressant et on a des bons travaux pour objectiver quelque chose dans le contexte britannique. Si on pouvait faire remonter, décrire la niche écologique des usages de l'opium dans l'Antiquité, et ben, s'il y a d'excellents historiens pour le faire, moi je les lirai avec plaisir. Mais mon problème, c'était simplement de m'interroger sur les conditions, de m'interroger sur les occasions des usages, et de montrer que les choses pouvaient être transposées dans des périodes différentes. Donc j'ai certainement pas décrit un point d'origine, j'ai décrit un point de comparaison par rapport à des choses qui sont plus connues.
Et ma prétention n'est pas plus loin. En revanche, j'ai trouvé que le travail qui avait été fait récemment sur cette époque du XVIIe siècle, en particulier britannique, méritait vraiment d'être salué. Je ne sais pas si... alors, sur la question de l'amour, j'ai une jeune philosophe qui a travaillé avec moi, qui a fait des choses récemment sur le craving et l'amour. Donc, je pourrais... j'ai pas grand-chose à... Si vous voulez, c'est aussi une question de genre de discours. Quand on fait de l'histoire, on n'est pas dans une entreprise normative. Donc, ma mission ce soir était de raconter un peu comment les choses semblent s'être passées et quelles questions on peut se poser par rapport à la dynamique historique de tout ça, mais je ne me vois pas tellement me lancer là, à cette heure-ci, qui est déjà tardive, sur est-ce que quand on parle de relations toxiques, quel est exactement est-ce qu'on a raison de le faire ou est-ce qu'on n'a pas raison de le faire? C'est pas vraiment mon propos ce soir. Et la question sur le café, c'était quoi? La question du pharmacone, comme c'est-à-dire c'est des aspects du produit ou de la relation. Vous avez dit, le remède dévoyé. Le docteur Fauss, qui s'adonne à l'étude, addict à l'étude, c'est pas forcément d'emblée quelque chose de péjoratif. Ouais, mais alors je pense que c'est une chose de parler d'une substance qui peut être utilisée. C'est pas seulement il y a l'ambiguïté dans les substances, et puis il y a la transformation des usages en usages problématiques. Je pense que c'est quand même deux questions assez différentes. C'est-à-dire que d'une part, vous pouvez avoir des propriétés d'une même substance qui, suivant la dose, suivant la personne à qui elle est administrée, vont varier du tout au tout. Et ça, c'est une question de définition des propriétés de la substance. Et puis, vous avez des patterns de consommation qui peuvent être certains innocents et d'autres problématiques. Et je pense qu'il faudrait un petit peu... je pense que c'est deux questions distinctes. Très bien. Des questions dans la salle ici présente. Puis on regardera en ligne. Si vous avez des questions en ligne, bien sûr, n'hésitez pas. J'avais une sorte d'association d'idées qui est peut-être très éloignée de notre propos là ce soir, mais quand vous évoquez cette proposition d'un tournant réaliste pour ajouter à la niche écologique de Hacking, avec des considérations sur l'occasion de consommer, des éléments, on va dire, matériels, réalistes au sens de pragmatique, de comment les choses s'organisent. Je pensais à l'historien des énergies Jean-Baptiste Fressoz, quand il évoque l'histoire des énergies pour penser l'évolution des consommations et tout ce qu'il faudrait mettre en place pour faire évoluer le climat dans un sens ou dans un autre. Lorsqu'il conteste comme ça, par exemple, il remet en cause sur des choses tout à fait éloignées de ce dont on parle ce soir, la consommation du charbon et du pétrole vis-à-vis du bois, enfin avec l'idée qu'il y aurait eu comme ça un changement radical de l'un à l'autre, et qu'il conteste tout ça pour faire évoluer après les pensées et les pratiques et les politiques, tordre le cou à des idées reçues. Et j'avais cette association d'idées en me disant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à introduire effectivement la question effectivement des lieux organisés, des marchés qui existent de consommation qui donnent l'occasion effectivement de consommer, qui peuvent expliquer ou compléter la description d'une niche écologique. C'était plutôt une remarque. Alors peut-être sur Jérôme Wakefield et cette harmful dysfunction de Wakefield, cette question du préjudice. Alors on ne va pas rediscuter ici des thèses largement, mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette notion-là quand même... on se demande comment on pourrait l'appliquer, puisque vous l'évoquiez là, finalement aux patients en tout cas qui souffrent d'addiction,
mais il l'a fait. De quel type de préjudice on pourrait parler? Est-ce que c'est pas une vision très finalement centrée sur une notion de justice, une notion de droit? Non, je crois pas. Finalement, Non. qui met en avant là et Non. qui serait assez éloigné finalement de ce que peut vivre un Non, patient qui souffrirait d'addiction. Non. Préjudice, là, c'est pas une question, c'est pas une notion juridique, c'est une notion des conséquences, pour l'individu de l'état pathologique. Si vous êtes déprimé, que vous êtes dans une très grande souffrance et que vous envisagez de vous suicider, on peut dire que votre trouble de l'humeur, il a une conséquence préjudiciable qui est que vous avez des idées noires et que vous envisagez de renoncer à la vie. Donc en ce sens-là, vous avez un préjudice. Si vous avez une consommation qui vous amène... Alors, ça c'est une slide que je n'ai pas mise finalement parce que je craignais d'être un peu trop long. Il y a eu il y avait un très très bon livre au début des années 2000 qui s'appelle Addiction, a Disorder of Choice. C'est Heyman, absolument. C'est Heyman. Et j'avais une slide de Heyman et j'ai renoncé à la mettre, mais c'était pour la question... là, j'ai beaucoup envisagé préjudice au sens collectif, mais c'était un moment... Alors, donc, Heyman était en train de lutter contre le modèle de la compulsion pour parler du modèle du choix, en disant il y a des tas de gens qui renoncent à consommer. On appelle ça de la rémission spontanée. Donc, au lieu de dire qu'ils sont enfermés dans un pattern dont ils ne sortiront jamais, il y a des cas où ils en sortent. Et donc, un des exemples de Heyman qui était... Et donc là, il donne... il n'a pas seulement des statistiques, il a également des cas. Et dans le livre, il y a un exemple tout à fait frappant, qui est celui d'une mère célibataire. Elle travaille dans une banque et elle a également 2 enfants. Et pendant un certain temps, pour acheter son produit, elle le vend aussi dans la rue, elle deal. Et donc, comme elle a failli être attrapée par la police une fois, elle cesse de dealer. Et à ce moment-là, tout simplement, elle s'aperçoit qu'elle a un choix entre mettre de la nourriture sur la table pour ses enfants et continuer à consommer. Et donc, à ce moment-là, la raison pour laquelle elle renonce à son pattern de consommation, c'est pas qu'elle envisage que ça va ruiner sa santé, ou c'est pas des considérations d'ordre strictement médical, c'est tout simplement qu'elle s'aperçoit qu'elle a un problème de priorité entre qu'elle a une certaine idée de la vie qu'elle pourrait mener, dans laquelle, si c'est vraiment l'un ou l'autre, alors finalement, ses enfants auront de la nourriture sur la table. Et donc, dans ce cas-là, le préjudice économique de la consommation et le préjudice lié au fait de ne plus assumer son rôle de mère par rapport à ses enfants l'entraîne à considérer que, d'une certaine manière, par rapport à l'économie morale de sa vie, désormais, consommer, c'est au-dessus de ses moyens. Et ça me paraissait une manière intéressante de voir les choses, parce que dans ce cas-là, elle renonce pas parce qu'elle a des problèmes physiologiques insurmontables, elle renonce parce que, en fait, le préjudice que lui cause la consommation est un préjudice qui a à voir avec la perpétuation de sa vie de famille et la possibilité pour elle d'assumer son rôle de mère. Voilà. Donc, en fait, l'une des dimensions de l'exposé, c'était de montrer qu'en fait, les préjudices liés à la consommation excessive et qui donnent lieu à une préoccupation peuvent être d'ordre extraordinairement varié et qu'ils peuvent compter pour les individus à des titres divers. Mais donc la notion de Wakefield a fait au moins 2 articles sur les addictions, dont un article très intéressant sur la transition du DSM-4 au DSM-5 et sur comment la réforme conceptuelle n'avait pas été, à ses yeux, avait présenté au moins autant d'inconvénients qu'elle ne présentait davantage. Et un autre article où il défend la thèse du dysfonctionnement préjudiciable par rapport à la question des addictions. Je précise bien, pour les gens qui n'ont pas lu Wakefield, ce qui est parfaitement leur droit, mais s'ils avaient un peu de curiosité par rapport à ça, quand il dit dysfonctionnement, il parle toujours de dysfonctionnement d'un mécanisme qu'il appelle psychologique. C'est pas un dysfonctionnement qui aurait à voir nécessairement avec la réalisation matérielle dans le cerveau de quelque chose, d'une fonction XY. C'est quelque chose qui a à voir avec les mécanismes psychologiques et pas autre chose. Mais je voulais laisser la question du dysfonctionnement de côté pour l'exposé d'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Peut-être une question en ligne. Une question en ligne. On voit Oui, apparaître Karim Barkati. Voilà, on vous écoute. Merci beaucoup pour votre exposé.
J'ai une question très simple, c'est à partir de l'accent que vous avez mis sur cette caractéristique de la durée longue. Est-ce que dans vos recherches... Vous parlez de la durée longue de la période envisagée ou la durée longue de la consommation qui justifie le diagnostic d'addiction? Comme caractéristique de la définition même de l'addiction. Donc, ma question porte sur le côté subjectif du rapport au temps dans les patterns, ou plus exactement chez les personnes, quoi. Et donc est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ce soir sur cet aspect dans l'histoire, disons, qui a été faite jusqu'à maintenant? Est-ce que ça a été creusé, ce thème-là que je ne connais pas bien? Pour préciser, ce serait au bout de combien de temps on considère que une consommation est longue, par exemple, et pourrait qualifier une addiction? C'est ça votre question, Karim? Je pensais plutôt à une distinction, au fond, psychique, ou voire psychiatrique, dans le rapport au temps. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des prédispositions à cause du rapport au temps? Par exemple, dans le cas de la mère célibataire, il semble qu'elle ne se projette pas jusqu'aux conséquences que ça pourrait avoir sur elle, mais c'est plutôt un aspect assez immédiat, quoi. C'est assez rapidement qu'elle voit qu'elle n'aura pas les moyens d'assumer son rôle de mère et qu'il va y avoir un préjudice économique très très rapide, alors qu'elle semble ignorer la perspective plus lointaine des conséquences sur son corps qui sont tout aussi inéluctables, mais dans un temps plus lointain. Alors, il y a une chose qui a été dite dans de nombreuses théories, c'est que fondamentalement, un addict, c'est quelqu'un qui a une préférence pour le présent, qui fait que s'il a une gratification immédiate, alors il est focalisé sur cette gratification immédiate et qu'il ne s'intéresse pas aux conséquences lointaines il s'intéresse pas aux conséquences lointaines de sa consommation, ou en tout cas à l'instant où il choisit de consommer, il évacue la question des conséquences à long terme. Voilà. Donc il y aurait une sorte d'imprévisibilité fondamentale, d'imprévoyance fondamentale qui serait liée au pattern addictif. Ça a été dit beaucoup de fois. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette question de la... On ne voit pas très bien ce que serait une addiction s'il n'y avait pas répétition des actes de consommation. Donc de toute façon, on s'installe dans la durée. Après, la question que vous introduisez du fait que répétition, à partir de quand c'est problématique, il y a forcément une part d'arbitraire dans la manière dont on va le fixer. Je révisais avant de venir faire cet exposé, et dans ma révision, je voyais que il faut que ce soit sur plusieurs mois dans le DSM que les critères soient satisfaits. Donc, de toute façon, il faut bien un moment trancher. Ce qu'il y a de certain, c'est que pour en revenir à mon affaire du XVIIe siècle, d'une part, ils introduisent la notion de coutume, c'est-à-dire de disposition à répéter une certaine chose. Donc, la coutume, c'est une dimension de l'idée qu'ils se font de la répétition, en tant qu'il y a acquisition d'une seconde nature, hein, c'est ça la coutume. Donc il y a de nouvelles dispositions qui remplaceraient les dispositions naturelles, entre guillemets. Voilà. Donc ça suppose une certaine forme de durée. Voilà. Et vous avez chez Locke les considérations sur le thème qu'au moment de choisir, l'individu, au moment celui qui a un problème avec l'alcool, il y a un texte très beau de Locke dans l'essai sur l'entendement humain, où il essaye de se représenter pourquoi abstraitement il sait qu'il vaudrait mieux ne pas consommer, et pourquoi concrètement, à l'instant du choix, il consomme quand même. Et donc là, la réponse de Locke, c'est qu'en fait, il introduit un concept qui est le concept d'inquiétude. Il dit qu'en fait, le concept d'inquiétude, c'est quelque chose que le concept on peut aussi traduire par malaise, en fait, c'est le fait qu'il essaye de remédier à un état de manque.
et que si la chose la plus importante pour lui, c'est de remédier à cet état de manque, eh bien, ça introduit une priorité dans son action qui l'emporte sur des considérations long terme, comme finalement, il faudrait qu'il pense à sa santé, il faudrait qu'il pense à sa réputation, il faudrait qu'il pense en termes économiques rationnels de ne pas dissiper son bien dans des consommations vaines, etc., etc. Et c'est un texte qui réintroduit cette question de l'imprévoyance en essayant d'expliquer comment un individu peut devenir imprévoyant tout en sachant très bien que c'est une très mauvaise idée. Merci. Et imprévoyant durablement. Oui. C'est un peu la contradiction. Un peu. Une question dans la salle? Oui. Oui, merci pour votre exposé. Et je me demandais s'il y avait eu, parce que vous parlez beaucoup du monde anglo-saxon, s'il y avait eu un basculement de la pensée au moment de la prohibition aux États-Unis. Vraiment du côté de... Je ne suis pas très fort là-dessus. Je dirais que la prohibition, je pense que quand on l'a... Alors, je pense qu'on aurait tort de la considérer comme un épisode. Je ne suis pas historien de ça, mais je vais vous donner mon sentiment, c'est que plus vous creusez sur l'époque de Rush, plus vous creusez sur le 19e siècle, et plus vous avez l'impression que la prohibition n'est pas un coup de canon dans un ciel serein, mais que c'est l'aboutissement d'une tendance historique au long cours, où les gens essayent de trouver une solution pratique d'aller au bout d'une certaine idée des méfaits de l'alcool, en se disant que finalement, si on croit vraiment que la solution c'est l'abstinence, alors il faut créer les conditions de l'abstinence. Donc je dirais que de ce point de vue, la prohibition, il ne faut pas la penser comme un épisode historique ponctuel, mais il faut plutôt la penser comme un moment où des gens qui depuis très longtemps pensent qu'il n'y a pas d'autre remède au problème de l'alcool que l'abstinence, d'une certaine manière, essayent d'en créer les conditions. Et ça renvoie un peu à la question de la niche écologique qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a l'idée qu'il faut... alors, comme vous savez, ça n'a pas donné les effets qu'on en attendait, mais je pense que la seule chose que je pourrais dire, c'est que plus vous lisez de la littérature sur le 19e siècle, plus vous lisez des choses sur le contexte américain, et plus vous avez l'impression que cet épisode de prohibition, en tout cas, là, c'est vraiment pas de la grande histoire, ce que je suis en train de vous faire, mais de tout ce que j'ai lu, je pense qu'on se convainc que ce n'est que... Vous voyez, c'est les moments où quelque chose qui était minoritaire ou qui n'existait que dans des pamphlets ou dans des représentations du monde de gens qui disaient « ce serait bien d'eux », a une conséquence dans les politiques publiques. Sur des aspects plus contemporains, et si on parle du tabac, on entend aujourd'hui une baisse très importante de la consommation de tabac, peut-être liée à des conditions, là aussi, matérielles d'accès qui ont été modifiées, par le prix notamment. Et on parle même, j'ai lu ça récemment en Grande-Bretagne, même d'aller vers une interdiction de la vente. Ça irait jusque-là. On en serait là pour passer le cap finalement de prendre acte de la toxicité directe du tabac et d'aller vers une forme de prohibition finalement. Donc c'est des questions encore actuelles qui se posent sur l'usage du tabac. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne? Oui. Je vous remercie beaucoup pour cet exposé et pour la mention du Rolling Stone Report. Et vous avez, si j'ai bien compris, dit que ça a inauguré une ère en Grande-Bretagne à peu près des années 20 jusqu'aux années 60, où il y a eu une sorte de substitution pour un certain nombre de produits. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a plus marché à partir des années 60 ? Alors la réponse que donnent les historiens et les cliniciens que je connais, c'est qu'en fait la population des addicts a complètement changé en Angleterre. Et les patterns de consommation ont changé, et les produits consommés ont changé aussi. C'est-à-dire qu'en gros, quand le médecin anglais avait été investi du pouvoir de pouvoir permettre à l'individu de continuer à consommer et avait une sorte de rôle régulateur, la confiance du système lui revenait pour prendre les bonnes décisions de manière pragmatique, c'est qu'en fait il avait en face de lui un consommateur qui appartenait à des classes plutôt favorisées, qui était souvent un médecin colonial qui avait pris des habitudes de consommation pendant ces périodes de vie en dehors de l'Angleterre, en Inde ou ailleurs, et que ça se passait entre gens de bonne compagnie. Donc,
À partir du moment où vous avez les consommations des années 60, il semble que cette politique est jugée par les pouvoirs publics britanniques comme plus du tout adaptée, du fait de l'explosion de l'offre et de la modification du profil des consommateurs. Merci pour votre réponse. Après, il y a des pays comme la Suisse qui pratiquent la prescription médicalisée d'héroïne. Et donc, la question est toujours très complexe. Non, mais oui, mais même il y a plein de produits pour lesquels on n'a pas forcément de substitut et pour lesquels on a peut-être. Je pense par exemple au prégabaline, des produits comme ça, ou même des trucs plus récents, des produits qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il y a des gens qui pensaient à une époque à substituer le GHB ou le GBL avec. C'est autre chose, c'est la pratique. Merci pour vos explications. Très bien. Bah, écoutez, on reste là. Merci beaucoup, Denis Forest. Je vous en prie. Merci à vous.